Bonjour citoyens. Aujourd'hui nous allons aborder le dernier conflit majeur qu'ait connu la France dans sa longue et tumultueuse histoire, la Seconde Guerre mondiale. À l'été 1919, les vainqueurs de la Grande Guerre signent enfin la paix dans la galerie des glaces du château de Versailles. Le maréchal Foch, commandant en chef des armées alliées en Europe, notera qu'il s'agit là d'une trêve et non d'une victoire totale. Pour lui et une poignée d'hommes lucides, le traité de paix jette les bases d'un conflit futur au sein duquel l'Allemagne sera amenée à prendre sa revanche, notamment contre la France. Et en effet, dès l'année 1922, la jeune République de Weimar entamait déjà des tractations secrètes avec l'Union soviétique pour préparer la revanche et contourner les limitations du traité de Versailles. En 1939, l'Allemagne est devenue un géant que le pacifisme occidental a rendu possible. Menée par Adolf Hitler, elle viole systématiquement les conventions signées auparavant pour préparer une guerre aux allures que la France et son allié britannique peinent à discerner. Après avoir remilitarisé la Rhénanie, annexé l'Autriche et la Tchéquie sous le regard tolérant de l'Amérique comme des îles britanniques, le nouvel empire allemand convoite désormais son voisin polonais. C'en est trop pour Londres, qui refuse davantage l'hégémonie germanique sur l'Europe et précipite la France à ses côtés. Lorsque débute la Seconde Guerre mondiale, la France est un pays en crise économique, sociale et politique. Abandonné par ses alliés anglo-saxons au cours des années 1920, quant à la question allemande, le pays a subi de plein fouet les effets de la crise économique de 1929. Si le Front populaire réussit à initier une série de réformes politiques et sociales, dont réarmement en réaction au péril allemand, la France souffre d'une instabilité gouvernementale chronique due au parlementarisme. D'un point de vue militaire, l'armée accuse les conséquences humaines de la Grande Guerre, avec une classe creuse, soit un trou dans les effectifs correspondant aux pertes de 14-18. Pire encore, et malgré les recommandations de prestigieux commandants du conflit précédent, la France déplore un retard doctrinal commun à tous les vainqueurs de la Grande Guerre, à savoir un repli sur la défensive symbolisé par la célèbre ligne Maginot, un ensemble de fortifications frontalières destinées à écarter la menace d'une nouvelle invasion allemande et compenser les effectifs en berne. Malgré une hargne digne des hommes de Verdun, les soldats français du printemps 1940 sont balayés par le coup de poker allemand consistant à engager son fer de lance blindé sur le centre mou du dispositif ennemi. En quelques semaines, la France est contrainte à l'armistice. Cette lourde tâche, déléguée par la classe politique, échoua au maréchal Philippe Pétain, qui initie alors une réforme du pays appelée Révolution nationale. Mais dans un contexte d'occupation du territoire français et de subordination des dirigeants à l'Allemagne, les initiatives du héros de Verdun sont perçues comme inappropriées ou forcées par une population humiliée et appauvrie. Mais au même moment, alors que la France est submergée, une voix lointaine et discordante parle à la radio de Londres pour appeler les Français à poursuivre le combat. C'est le général Charles de Gaulle, alors sous-secrétaire d'État à la guerre. D'abord rejoint par une poignée de soldats et d'aventuriers, il parvient à incarner la France combattante durant 4 ans, aux côtés de l'Angleterre de Churchill, de la Russie de Staline et de l'Amérique de Roosevelt. Malgré de nombreuses oppositions, en particulier avec les États-Unis, qui le considèrent comme un dictateur en puissance, De Gaulle va parvenir à unifier les troupes françaises restées en garnison au sein de l'empire colonial, pour préparer la libération du territoire. Celle-ci intervient à partir du 6 juin 1944 avec le débarquement allié de Normandie. D'abord écartées de l'opération par le gouvernement américain, les troupes françaises vont s'avérer être un élément décisif de la nouvelle bataille de France. Profitant de son réseau de résistance intérieure, unifié par Jean Moulin, le pays est rapidement capable d'opérer et de commander son propre débarquement en Provence, en août 1944. Avec une rapidité fulgurante, le territoire national est libéré. C'est l'épopée de la 2e division blindée du général Leclerc, ainsi que de la 1re armée du général Delattre de Tassigny. Après avoir tenu l'Alsace contre toute attente durant l'offensive des Ardennes, les Français finiront par pénétrer en Allemagne méridionale, marchant dans les pas de la grande armée napoléonienne. Stuttgart, Ulm ou encore l'Autriche occidentale voient ainsi flotter le drapeau tricolore. Les troupes françaises seront même les premières à prendre possession du Nid d'Aigle, résidence secondaire d'Hitler. Lors de la signature de la capitulation allemande, ces derniers seront ainsi humiliés de retrouver la France à la table des vainqueurs.